la catégorie senior quand même des personnes qui ont de 45 ans à 64 ans. C'est comme une réalité de dire que ce seraient les mêmes personnes et les mêmes réalités pour une personne de 10 ans ou une personne de 20 ans. Faut pas oublier que l'agisme, ça concerne les profils expérimentés, mais ça concerne aussi les personnes qui rentrent dans le monde du travail. Et on cherche, comme on l'a toujours fait, un peu le next move. Sauf que ce next move, il n'est pas forcément au-dessus, mais il peut être aussi à côté. Bienvenue sur Presque Confidentiel, la chaîne qui donne la parole des acteurs de terrain engagés qui font bouger les lignes du monde du travail. Blandine, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors aujourd'hui, on va parler d'emploi des seniors. Blandine, tu as une carrière dans la publicité, tu as été directrice commerciale puis directrice générale chez Marcel, une grande et belle agence de publicité. Et tu as monté un projet entrepreneurial avec Hello Master, donc une plateforme, un réseau social dédié aux cadres de plus de 20 ans d'expérience. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, avec plaisir. J'espérais que tu allais me poser la question. Oui, démarrons par ça. Voilà, démarrons par ça. Effectivement, j'ai lancé Hello Master il y a 3 mois et demi. Hello Master est le premier réseau social pro dédié aux cadres et dirigeants de plus de 20 ans d'expérience. Plus de 20 ans d'expérience, ça ne t'a pas échappé, ça correspond à la mi-carrière, donc la seconde partie de carrière, cette seconde mi-temps sur laquelle il y a des enjeux qui sont extrêmement différents par rapport à la première partie de carrière. Et on espère, avec ce réseau social, répondre à l'intégralité de ces enjeux. Et qu'est-ce que tu apportes, toi, à cette population à travers ce réseau social ? Déjà, je leur apporte un premier écosystème communautaire dans lequel ils vont pouvoir discuter, confronter leurs problématiques avec leurs pairs. Donc, c'est une dynamique de réseau. Et on le sait, les dynamiques de réseau sont importantes et voire même structurantes dans une carrière. Et on le sait, le réseau, le carnet d'adresses qu'on s'est constitué en première partie de carrière n'est souvent pas celui qu'on va activer en seconde partie de carrière. Donc, il y a un enjeu d'ouvrir son champ des possibles, d'ouvrir ses horizons et d'élargir un petit peu ses connexions. Donc ça, c'est le premier effet d'Hello Masters, c'est d'ouvrir ses horizons au-delà du poste qu'on a occupé, du secteur dans lequel on travaillait, de la région dans laquelle on habitait. Donc premier effet Hello Master. Et le second effet Hello Master, c'est de changer un peu de paradigme sur la manière dont on lit son propre récit professionnel. Aujourd'hui, il est articulé autour d'un CV, format assez classique. Et un CV, c'est quoi ? C'est une somme d'intitulés de postes. L'objectif d'Hello Master, grâce à un algorithme unique, c'est de transformer cette vue hyper traditionnelle en une vue extrêmement enrichie où tu vas voir toutes tes compétences, hard skills, soft skills, qui correspondent à ta singularité professionnelle. Et c'est à partir de cette vue-là qu'on va te proposer une somme d'opportunités. Ok. Les opportunités, ça va être des missions, des jobs, des mises en relation, c'est ça ? Des formations ? Ça va être l'ensemble des opportunités qui vont t'intéresser dans ton écosystème professionnel. Bien sûr, la première opportunité, c'est souvent un nouveau job. Donc, les opportunités professionnelles de cette nature-là. Mais il va y avoir aussi une somme d'activités qui vont enrichir ton portefeuille d'activités professionnelles. Je te donne 2 exemples. Par exemple, un conseil d'administration. Tu peux être en poste, ne pas rechercher un nouveau job, mais avoir envie d'élargir un peu ton impact et te dire, tiens, je cherche un conseil d'administration. Le board advisory, dans l'écosystème des startups, on sait que les profils expérimentés, leur expérience va être extrêmement stratégique pour une startup. Je sais de quoi je parle, je suis une startup, voilà. Mais également tout ce qui va être de l'ordre de la formation. Parce que quand on rentre dans une seconde partie de carrière, ce qui va être essentiel, c'est de continuer à rester apprenant. Et c'est une grosse difficulté pour nos profils expérimentés. Alors on va parler de tout ça, mais si tu es là aujourd'hui, c'est pour parler de la question de l'emploi des seniors, parce qu'en parallèle de Hello Master, tu as monté un observatoire sur les tendances du travail qui s'appelle Trends at Work. Et à travers cet observatoire, tu analyses notamment toutes les grandes tendances en lien avec l'emploi des seniors. Et tu considères aujourd'hui qu'on parle beaucoup d'emploi des seniors, mais que sur ce sujet, il y a un certain nombre de croyances à débunker. Alors quelles sont pour toi les fausses croyances qu'on a aujourd'hui autour de l'emploi des seniors qu'il faut arriver à revisiter ? Alors, en fait, il y a des croyances de 2 natures. Si tu vois, je scindais un peu les choses en 2. Il y a des croyances qui sont de l'ordre des stéréotypes. La société pense que les profils expérimentés, parce que moi je ne parle pas de seniors, les profils expérimentés coûtent trop cher, ne sont pas à l'aise avec la technologie, ne sont pas agiles. Donc ça, c'est un certain nombre de stéréotypes qui entourent cette population. Donc c'est intéressant de voir ce qui se cache derrière. Et souvent, c'est notre propre rapport au temps qui se cache derrière ces stéréotypes. Parce qu'évidemment, on arrive très facilement et de manière ultra pragmatique à les débunker. Donc, c'est vraiment des stéréotypes. Et après, il y a des croyances qui sont cotées
plutôt profil expérimenté. Donc des pensées limitantes. Ça, c'est deux choses qui cohabitent et qui sont finalement les grands freins de la mise en mouvement, de la dynamique des profils expérimentés. À la fois les stéréotypes qui sont véhiculés par la société et les pensées limitantes qu'on peut avoir. Si on parle des stéréotypes, derrière, soyons clairs, on parle de discrimination. On se rend compte que les stéréotypes autour des seniors, il y en a quand même beaucoup. C'est quoi pour toi les principaux stéréotypes que tu observes autour de la population senior? Et peut-être que le premier stéréotype, c'est de parler des seniors et du mot senior, qu'il faudrait peut-être revisiter. Tu parles, toi, de cadre expérimenté, tu parles de master. C'est vrai que le mot senior, il ne fait pas rêver. Est-ce qu'on a un enjeu aussi de changer un peu les termes et de trouver des termes qui soient plus mobilisateurs autour du sujet? Déjà, la première chose, quand tu parles de discrimination, on entend souvent le terme agisme. Il ne faut pas oublier que l'agisme, ça concerne les profils expérimentés, mais ça concerne aussi les personnes qui rentrent dans le monde du travail. C'est-à-dire que chacune de ces populations-là est victime de stéréotypes, est victime de biais. Ce qu'on reproche aux profils expérimentés, on le reproche à l'inverse aussi aux plus jeunes. Donc l'agisme, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans le monde du travail et dans la société de manière générale. C'est-à-dire que on considère, par exemple, que les plus jeunes, n'ayant pas forcément de l'expérience, vont prendre des décisions plus hâtives. C'est pas toujours le cas, hein, voilà. Donc ça, par exemple, c'est un stéréotype qu'il faut combattre. On considère que l'innovation, en revanche, est plutôt côté des jeunes versus les profils expérimentés. Ça aussi, c'est faux parce que une décision d'innovation, elle se prend dans le cadre d'un projet stratégique. Et pour prendre des décisions stratégiques, il faut avoir en visu toutes les options possibles, les impacts de ces options. Donc conduire un projet stratégique d'innovation se fait avec de l'intergénérationnel. On entend beaucoup ce mot, hein, il est devenu très très à la mode, mais en fait l'intergénérationnel, c'est juste la réalité de nos sociétés aujourd'hui. Donc ça, c'est sur la partie discrimination. Oui, l'agisme est une discrimination, elle ne touche pas que les profils expérimentés, elle touche les plus jeunes, elle touche les aînés. Donc ça, c'est un état de fait qu'il nous faut tous combattre avec nos biais individuels. Après, la notion de stéréotype et de discrimination, d'autant plus tenace quand elle est bien marketée. Et le terme senior a bien marketé le fait que ça soit une discrimination tenace, parce que c'est facile de nommer cette population et de l'englober. Hein. On met dans la catégorie senior quand même des personnes qui ont de 45 ans à 64 ans. Oui, ce qui veut dire qu'en fait, derrière le terme senior, il y a plein de réalités extrêmement différentes, mais aussi de moments de sa carrière professionnelle très différents. Entre la période de 45 à 50 ans ou 60 à 65, c'est deux réalités qui n'ont rien à voir. C'est comme une réalité de dire que ce seraient les mêmes personnes et les mêmes réalités pour une personne de 10 ans ou une personne de 20 ans. C'est effectivement, ou de 25 ans, effectivement, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Il y a des enjeux, des parcours de vie et des moments qui ne sont pas tout à fait les mêmes. À 45 ans, la plupart des personnes ont encore leurs enfants à charge à domicile, n'ont pas encore fini de payer les traites de leur résidence principale, ce qui est parfois et généralement plus le cas à 55 ans. Donc, ne serait-ce qu'en termes de contexte familial, c'est plus tout à fait la même chose. Et j'en parle pas à 64 ans. Donc, il y a pas mal de problématiques qui sont différentes dans cette seconde partie de carrière. Et d'ailleurs, quand on se parle de cette seconde mi-temps, elle est très longue, cette seconde mi-temps. Il y a beaucoup de prolongations, hein, parce qu'il y a aussi la troisième qui va avec. C'est ça. Et ça se prolonge encore régulièrement. Donc, on ne sait pas exactement quand est-ce que la deuxième mi-temps va se terminer. Mais tant mieux. Ça s'appelle la vie. Ce qu'on doit toujours garder en tête, c'est que le monde professionnel est une période de notre vie, notre carrière est une période de notre vie. On devrait avoir le choix de dire à quel moment elle s'arrête, parce qu'on a normalement à peu près le choix de savoir quand elle va commencer en fonction des jobs dans lesquels on se lance, des études qu'on a envie de faire. On a un peu de visibilité, un peu plus de visibilité au début. On se dit qu'en seconde partie de carrière, il faut garder cette visibilité, cette maîtrise, en se disant j'ai un champ de possibles que je vais pouvoir adresser, et comment je fais pour toujours garder la main sur mon destin professionnel, que ça corresponde à des choix de vie, que ça corresponde à des compétences et que ça corresponde à un épanouissement. Parce que la seconde partie de carrière doit aussi être pleine d'épanouissement, pleine d'aventures, plein de champs des possibles, d'entrepreneuriat, pourquoi pas. À travers Trends at Work, tu observes beaucoup cette question de la transition démographique. C'est ça, tu parles d'une transition démographique des talents, si je ne me trompe pas sur le terme. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors la transition démographique, j'adorerais que ça soit de moi, c'est pas de moi. Hein, non, c'est quoi, non, mais transition démographique, c'est exactement, c'est le contexte qu'on adresse et qu'on est tous en train de vivre. Donc cette transition démographique des talents, elle est liée à la transition démographique de la société, c'est-à-dire qu'on a une population qui vieillit,
c'est plutôt aussi une bonne nouvelle, parce qu'on vit plus longtemps. Donc, il faudrait qu'on arrête de voir ça comme une punition. Qui vieillit, là où ça va poser un problème dans notre société et dans nos sociétés, ce vieillissement de la population, il a aussi une conséquence, on va dire, numéraire, qu'on oublie de raconter, c'est qu'il n'y a pas assez de Lucas et d'Emma pour remplacer les Michel et Sylvie qui partent. Okay. Et ça va nous poser pas mal de problèmes. Le premier problème, c'est un problème assez logique de se dire, dans les logiques de succession en entreprise, qui va prendre la main quand on va avoir des départs structurants dans notre organisation ? Comment on va faire pour adresser nos problématiques d'organisation du travail quand on sait qu'il y aura moins de profils expérimentés dans les entreprises ? Et puis à un niveau de la société, c'est qui va prendre le relais ? Parce que quand nos aînés vont vieillir et vont vivre plus longtemps, ils vont aussi se retrouver, pour certains d'entre eux, en situation de dépendance. Donc il va falloir qu'on puisse assurer, prendre le relais. Il va falloir donc que les entreprises s'adaptent à cette nouvelle réalité. Ce que tu veux dire, c'est souvent quand on parle de gestion des talents des entreprises, on pense souvent aux trentenaires et on pense un peu aux organigrammes de remplacement. Et on regarde surtout la population des 30-45 ans. Mais toi, finalement, ce que tu dis, c'est que le futur des politiques RH, c'est d'avoir une appréhension des talents beaucoup plus large et de s'intéresser aux talents de 45 à 65 ans pour continuer à proposer des trajectoires professionnelles qui permettent un remplacement effectif des différents talents. C'est ça dont tu parles ? Oui, c'est de ça dont je parle. Alors, je ne suis pas en train de dire que les entreprises ne le font pas parce que toutes les entreprises ont une politique de gestion des compétences. Là où on est tous un peu pris de court, c'est qu'on a une organisation du travail qui reste extrêmement traditionnelle. On est tous organisés autour d'un intitulé de poste. On est tous assez figés dans une organisation qui est finalement pyramidale. Eh bien, demain, cette transition démographique va nous obliger et va nous contraindre à mieux répartir la ressource. Parce que, comme je le disais, il n'y aura pas assez dans les nouvelles générations de renouvellement de population pour compenser les départs. Donc, la ressource expérience va devenir une ressource de plus en plus rare. Et quand une ressource est rare, il faut mieux la louer et se la partager. Et quand je dis se la partager, ça ouvre la voie à un design du travail, au sens littéral de répondre à un besoin au sein d'une entreprise, qui va plutôt s'articuler autour de missions qu'autour d'intitulé de poste. Ok. On observe quelque chose, c'est aujourd'hui, notamment pour la population senior, il y a de plus en plus de statuts d'indépendants qui se développent. L'indépendance, c'est une tendance de fond. Et derrière ça, il y a aussi une forme de précarité. C'est-à-dire qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui de seniors qui se mettent à leur compte, qui enchaînent des missions, qui se retrouvent indépendants. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette population senior se retrouve à quitter les entreprises autour de la cinquantaine et se retrouve indépendant sur des contrats qui sont plus ou moins précaires dans la durée ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de précarisation au niveau de l'emploi des seniors ? Est-ce que ce n'est pas un risque aujourd'hui ? Je pense que la question, elle se pose pour tout auto-entrepreneur. Le choix d'être indépendant, le choix d'être freelance, on a vu que c'est effectivement une tendance de fond. Elle touche toute catégorie de population dans la population active. Pourquoi ? Parce que c'est devenu plus facile administrativement d'être indépendant. Il y a énormément de plateformes qui se sont développées, je pense notamment à Malte, qui facilitent la mise en relation entre les besoins des entreprises et entre les profils qui seraient en capacité d'y répondre. Donc il y a finalement un marché du travail autour du freelancing qui s'est lancé, qui permet aussi aux entreprises de répondre à des besoins très court terme avec des talents de super grande qualité. Ça reste un format sur lequel il faut trouver des clients. Parce que quand on est indépendant, finalement, on est son propre chef d'entreprise. Donc, il faut qu'on ait un calendrier de mission, une vision, en fait, sur les différentes missions. Donc, on n'est pas plus en situation de précarité qu'on soit un profil expérimenté ou qu'on soit un peu plus jeune. On reste sur une logique entrepreneuriale dans laquelle il y a du démarchage à faire. Il faut avoir une clientèle et c'est ça toute la complexité. Après, c'est une excellente nouvelle aussi que les gens se soient sentis capables, qu'on leur ait donné les moyens de pouvoir choisir leur format. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que le marché du travail s'adapte à nos modes de vie, s'adapte à nos envies, s'adapte à des projets de vie aussi, parce que le freelancing a permis de grands projets de vie, a permis à des gens de s'expatrier pendant quelques années à l'étranger, ce qu'ils n'auraient pas pu faire avant, parce que le télétravail a aussi la facilité.
Et ça, c'est très enrichissant pour chacun. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on parle beaucoup du freelancing pour les jeunes. On observe beaucoup que des jeunes, maintenant, se mettent dès 3-4 ans d'expérience professionnelle en freelance. Et finalement, c'est l'ensemble des populations qui sont touchées par le freelancing, dont les seniors. Oui. Et là-dessus, l'expérience, c'est quand même une clé qui est hyper intéressante et qui est à valoriser pour des seniors qui souhaitent se lancer sur des postes avec un peu plus de liberté en freelancing. Mais tu as parfaitement raison. Et d'ailleurs, il y a un chiffre que je trouve assez intéressant qui dit que d'ici 2030, tous, on aura en moyenne 2,7 jobs. Mission. Appelons-le comme on veut, mais en tout cas... 2,7 jobs en même temps, c'est ça? En même temps, donc ça, en moyenne. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène des slashers, c'est ça? Alors, on peut appeler ça le phénomène des slashers. Ça dit que juste, on aura un portefeuille d'activités. Et donc, ces activités, après, se cachera derrière peut-être, si tu veux, 3 CDI. Les 2,7, on va dire 3 CDI dans 3 entités différentes. Ou alors des missions de consulting. Ou alors du management de transition, plus une mission de freelance... plus du bénévolat. Quoi qu'il en soit, le portefeuille d'activité va devenir une normalité. Ok. Donc ça veut dire, en fait, ce que tu es en train de raconter, c'est que pour envisager sa carrière, il va falloir envisager sa carrière comme justement un portefeuille d'activité qui repose sur des compétences, sur des expériences, sur des expertises qu'on développe, qu'on nourrit dans la durée, pour essayer d'avoir un mix potentiellement entre... un bénévolat, un engagement associatif, une mission de conseil, et essayer de faire évoluer un peu ce portefeuille d'activité, ce qui est à la fois très excitant et très intéressant, mais en même temps extrêmement exigeant, parce que ça demande d'être à la page, de se renouveler, de se former en permanence, et donc c'est un changement assez radical dans la manière de se projeter professionnellement. Mais je pense que là, tu soulignes un point qui est extrêmement important pour les profils expérimentés. C'est la notion de rester apprenant, et extrêmement important pour l'ensemble du monde du travail, c'est de rafraîchir ses compétences en permanence. Ça ne veut pas dire forcément passer son temps à en apprendre de nouvelles, mais en tout cas de faire en sorte que les compétences qu'on va avoir acquises, ouais. Acquises. On peut dire ça. On peut dire ça, enfin, qu'on a, quoi. Ouais. Ces compétences-là, il va falloir les rafraîchir en permanence. Parce que 7 compétences sur 10, quand on a un profil expérimenté, sont des compétences transférables. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle dans notre vie. On va s'appuyer effectivement sur des compétences. On va acquérir des compétences complémentaires. Donc, ça va passer par quoi? Ça va passer par la formation en entreprise, la formation continue, qu'on connaît tous. Mais ça va passer aussi par une ouverture à des nouveaux outils qui nous permettent de nous former, que ce soit du e-learning, que ce soit des événements professionnels, des conférences, des livres. Justement, c'est bien que tu parles de ça, parce que je trouve qu'on a souvent enfermé les seniors dans cette notion de transmission, en se disant qu'en gros, quand on est senior, on a une expertise, une expérience. C'est une notion avec laquelle je ne suis pas du tout en adéquation. C'est insupportable pour tout le monde, parce que du coup, ça amène les seniors juste dans une position de transmission. Et on est dans un monde où les compétences évoluent tellement vite. Moi, je me dis, quand on a de l'expérience, l'enjeu, c'est pas juste de la transmettre, mais l'expérience, ça sert aussi à apprendre. Et plus on a d'expérience, plus on apprend aussi rapidement, et plus ça aide à développer des nouvelles compétences et des nouvelles capacités. En fait, on oublie parfois un peu le fait que l'expérience est aussi un moteur dans l'apprentissage. Tu as parfaitement raison. Déjà, sur la notion de transmission, je pense que personne n'a envie qu'on lui dise qu'il va devenir la dame du CDI. C'est pas le projet le plus excitant. T'as eu un problème avec une dame du CDI? Non, pas du tout. J'adorais la dame du CDI. Moi aussi, j'ai toujours adoré. Tout le monde aime la dame du CDI. Mais pour autant, c'était le job qu'elle avait choisi de nous guider, nous orienter, nous transmettre, etc. Et c'est un beau job, c'est un beau job. C'est un job. Mais aujourd'hui, de résumer le rôle des profils expérimentés en entreprise à un rôle de transmission, c'est perdre toute la valeur qu'ils peuvent avoir au sein de l'écosystème de l'entreprise. Ils ont un rôle de gestion de la succession, ça c'est sûr et certain, et c'est beaucoup plus stratégique que la transmission, mais ils ont également une capacité d'impact qui est énorme dans les organisations, et notamment pour répondre aux besoins stratégiques, court terme, moyen terme, long terme, et dedans, notamment les projets moyen et long terme, il y a la succession, mais il faut qu'on les garde au cœur de nos processus de décision, nos processus d'innovation, et surtout qu'on envisage une entreprise durable qui est composée de l'ensemble des acteurs et ceux qui maîtrisent aussi l'histoire parfois, l'ADN, la culture de l'entreprise, qui vont être un gage de pérennité de nos organisations. Merci Blandine. Alors, on va aborder un sujet qui est un sujet important. La question, c'est quels sont les conseils que tu aurais à donner pour bien aborder cette seconde partie de carrière? Je te pose la question parce que j'ai 44 ans, dans un an je suis senior. Tu as développé un réseau social sur le sujet. Et justement, tu t'es beaucoup intéressé à cette question de la réussite
dans la deuxième partie de carrière. C'est quoi aujourd'hui pour toi les clés, les conseils que tu pourrais donner à des gens qui s'interrogent justement et sur cette seconde partie de carrière? Moi, je connais un certain nombre de personnes qui ont vécu une vingtaine d'années en entreprise, qui commencent un peu à s'ennuyer, qui ont accédé à un poste de management, qui commencent à réfléchir un peu à leur seconde partie de carrière et parfois qui se retrouvent un peu perdus en termes de questionnement sur la suite de leur carrière. Quels sont les conseils que tu peux donner? Les conseils, entre guillemets, que je pourrais donner, c'est plutôt donner de l'observation de tous les masters qu'on a pu rencontrer. Et quelle que soit leur situation, qu'ils soient en poste, des très gros postes, et pas du tout en recherche d'une nouvelle aventure professionnelle, ou qui sont en phase de transition, ou de reconversion, ou proches de la retraite. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a un grand dénominateur commun dans toute cette population, c'est que personne ne les avait préparés à ce qu'ils allaient vivre en seconde partie de carrière. C'est-à-dire? J'ai comme le sentiment que la seconde partie de carrière est le secret le mieux gardé. Personne n'en parle, alors que la réalité, c'est que tout le monde vit la même chose. Okay. On a un changement radical entre la première partie de carrière dans laquelle, généralement, on a été accompagné par l'entreprise avec un projet qui était assez clair, qui était assez lisible, qui vous faisait grandir étape par étape. Et la seconde partie de carrière, on est arrivé à un poste qui est souvent un poste assez haut. J'aime à dire que quand on est cadre, plus de 20 ans d'expérience, on est un peu tous directeurs. Donc, oui, en tout cas, on se retrouve avec un poste de directeur, qu'on soit ou pas, mais on se retrouve un moment avec un intitulé qui est plus ou moins sympa. Et on cherche, comme on l'a toujours fait, un peu le next move. Sauf que ce next move, il n'est pas forcément au-dessus, mais il peut être aussi à côté. Et ça, on ne nous y a pas préparé du tout. On ne nous a pas appris à maîtriser notre récit professionnel. Et souvent, la première chose que va dire un profil expérimenté, c'est « moi, je ne sais pas me raconter, ça fait 15 ans que je n'ai pas fait d'entretien, je ne sais pas par où commencer ». Et c'est vrai qu'ils se racontent super mal. Parce qu'ils vont se raconter par le dernier poste qu'ils ont occupé. Ils ont oublié la singularité de leur profil, donc les compétences, l'impact qu'ils peuvent avoir au sein d'une organisation, ce pourquoi ils sont reconnus au sein d'une organisation. Et souvent, ça c'est extrêmement intéressant, c'est un conseil que je donne à beaucoup de masters, c'est n'oubliez pas ce qu'on disait de vous dans l'entreprise dans laquelle vous étiez. Et souvent, on a chacun un point de force dans une organisation et vous êtes reconnu dans une organisation pour un talent un peu particulier. Vous êtes la personne qui fait avancer les dossiers super vite. Vous êtes la personne qui arrive à faire en sorte que les choses existent. Vous êtes la personne qui, tout d'un coup, va mettre un peu de tempérance quand il y a une situation critique. Et ça, c'est un talent qu'il ne faut pas oublier et qui est une caractéristique qui fait votre singularité. Donc déjà, réapprendre à se réapproprier son récit professionnel pour faire preuve de singularité. La seconde chose, c'est posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Ce sur quoi vous êtes bon ? Parce que il vaut mieux capitaliser quand même sur sa force que d'essayer d'être un peu moyen partout. Donc, creusez le sillon de ce qui vous met en confort, ce qui vous excite au quotidien. Et après, ouvrez-vous un champ des possibles. Vous n'êtes pas cantonné à un secteur d'activité, vous n'êtes pas cantonné à un intitulé de poste et vous n'êtes pas cantonné à un format d'activité. Donc, ouvrez-vous le champ des possibles, rencontrez vos pairs et mettez-vous en réseau. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un réseau social. Là, je parle un petit peu pour ma paroisse, mais c'est quand même la réalité. 80% de la réussite en seconde partie de carrière passe par les opportunités du réseau, de manière générale. Mais du coup, ça demande aussi un changement de paradigme du côté des entreprises qui, souvent, dans les intitulés de poste, quand des RH souvent cherchent une personne de plus de 20-25 ans d'expérience, c'est pour chercher un expert d'un sujet hyper pointu. Et alors que je pense que il y a pas mal de personnes, il y a pas mal de masters qui justement voudraient explorer un autre secteur d'activité, je ne sais pas, qui ont travaillé pendant 20 ans dans le luxe et qui voudraient remettre ces compétences en jeu dans un autre secteur d'activité. Et là-dessus, il y a, je pense, encore pas mal de travail à faire pour accepter qu'un profil expérimenté puisse se rechallenger dans un secteur différent, avoir un nouveau défi. Est-ce que tu en parles avec des DRH, ça ? Est-ce que c'est un sujet ou est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que du côté des ressources humaines, les choses commencent à bouger ? Du côté des ressources humaines, les choses, elles bougent super vite. De manière générale, c'est aussi mon sentiment. De manière générale, les ressources humaines ont adressé plein de sujets et ont fait évoluer les mentalités au cœur des entreprises, parfois plus vite que dans la société de manière générale. Donc, on peut leur dire bravo. Les ressources humaines, il ne faut pas les convaincre que les compétences sont un prisme de lecture extrêmement intéressant. Elles le savent déjà. Elles ont à convaincre souvent plutôt les managers et la direction générale, et la gouvernance. Et là où il ne faut pas les convaincre non plus, c'est qu'elles ont compris que la diversité
de manière générale, c'était gage de performance dans une Ok. organisation. Et venir d'un autre secteur, c'est une forme de diversité. Et venir d'autres horizons et ne pas avoir le même intitulé de poste, c'est aussi une forme de diversité qui participe à de la créativité et à de l'innovation au sein de l'entreprise et qui participe à nourrir aussi des équipes avec de nouveaux horizons. Et Ok. on a tous besoin de changer de regard parfois sur des situations pour être innovant. Et être innovant au sens large, ça ne veut pas dire tech forcément, ça veut dire juste adresser des problématiques, parfois avec un temps d'avance ou un pas de côté. Et ça, les personnes qui viennent d'autres horizons nous aident aussi à avoir ce genre de réflexion. Et est-ce que tu penses que sur cette question de l'emploi des seniors, les pouvoirs publics sont aujourd'hui au rendez-vous, ou dit autrement, qu'est-ce qui, de ton point de vue, pourrait être fait justement pour encourager l'emploi des seniors? C'est une question sur laquelle j'ai pas de réponse, mais j'ai un avis. Je savais que tu avais un avis. T'as un avis sur tout, Nourdine. Non, j'ai pas un avis sur tout, mais là-dessus, j'ai vraiment un avis. Je pense que c'est toujours extrêmement frustrant pour les personnes qui sont acteurs de l'écosystème, de l'emploi de manière générale, de voir la différence qu'il peut y avoir entre, on va dire, les discours et l'action. Nous, on est côté terrain, on est au cœur des réalités. On n'est plus dans le constat, Ok. c'est-à-dire que des études sur le fait qu'il y ait une transition démographique, des talents, une réalité sur les discriminations dont peuvent souffrir les profils expérimentés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je peux en imprimer 5000 pages. Le gouvernement est bien au courant. Là, aujourd'hui, ce qui a un peu changé, c'est que c'est un sujet qui est remis sur le devant de la scène. Ce serait bien qu'on arrête d'en faire le constat, parce que le constat, on l'a tous fait. Et je pense qu'on a tous les mêmes chiffres en tête, parfois quelques chiffres qui sont faux. Quels chiffres sont faux sur l'emploi des seniors? Sur notamment le taux d'emploi des seniors. C'est-à-dire? On a beaucoup parlé en France de notre retard par rapport à l'Europe en disant oui, on est catastrophique sur le taux d'emploi des 55-64 ans. Sauf que la lecture, elle n'est pas bonne. On n'est pas du tout catastrophique sur les 55-60 ans. Ok. Et quand, à partir de 60 ans, le taux d'emploi des seniors baisse, c'est normal. Chez nous, ils sont à la retraite. Voilà, Ok. donc c'est des petits biais de lecture qui parfois participent à créer le sentiment d'une situation dans laquelle on ne va pas trouver de solution. La réalité, c'est qu'il y a 4% de taux de chômage, c'était toujours trop, de taux de chômage chez les 55-60. Ok. Il y en a 16 chez les jeunes. Donc, il faut qu'on ait aussi les bons chiffres en tête. Ne pas participer à une forme d'Everest qui serait impossible à franchir. Non, il y a des choses qu'on doit améliorer dans tous les domaines. Il y a des choses sur lesquelles on doit se réinventer collectivement. Et on a tous participé à la construction d'une société dans laquelle on est à l'aise, on maîtrise les contours, mais elle doit évoluer. Parce que le monde change, la démographie évolue, et même les envies des gens. Ça participe aussi à redéfinir un nouveau pacte. Voilà. Donc, mon avis, c'est bien de prendre conscience que c'est un sujet prioritaire. Maintenant, je pense qu'il faut aller dans le passage à l'acte et il faut adopter une culture du test and learn. On n'a pas le temps d'être à 3 quinquennats de trouver une solution. Voilà. Ok. Tu crois en index senior? Pour le coup, tu me dis que j'ai un avis. Surtout, c'est le sujet, le réglementaire, je n'ai pas d'avis. En fait, je suis extrêmement partagée. Il y a des histoires réglementaires qui nous ont montré que quand on voulait faire un gros changement, opérer un gros changement, la contrainte réglementaire, parfois, nous permettait d'accélérer sur certains sujets. On a vu sur l'égalité hommes-femmes, l'index d'égalité a quand même pas mal fait bouger les entreprises. Tout à fait, on l'a vu sur le handicap aussi. Parfois, la contrainte peut amener à s'obliger à faire. Je pense que l'incitation, moi je serais plus du côté de l'incitation, peut amener à accélérer. Et donc, si il devait y avoir une action fiscale, je pense qu'elle devrait plus être en faveur, comme on l'a fait sur l'alternance. C'est merveilleux, ça a porté ses fruits. Et les gens l'ont fait non pas en se disant sinon je vais me faire taper sur les doigts, mais en me disant il y a du win-win à aller créer là-dedans, il y a un nouveau format et on nous accompagne pour le mettre en place parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on n'avait pas fait comme ça. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est quand le réglementaire vient soutenir, vient aider, vient être le coup de pouce supplémentaire, faire du passage à l'acte et du passage à l'échelle. Blandine, est-ce que tu as une information presque confidentielle pour nous? Alors Arnaud, je me doutais que tu allais essayer d'avoir des infos un peu off. Oui, j'ai une info presque confidentielle pour toi aujourd'hui. Dans le cadre d'Hello Master, on est en train de travailler sur un projet qui va être assez important, assez enthousiasmant, avec un fort impact économique. Et je vais juste te donner le nom de code de ce projet. C'est la PME Nation.
Je peux te poser d'autres questions sur PM Nation ou pas? Non, parce que c'est confidentiel. Confidentiel, mais on a dit presque confidentiel. J'ai déjà donné le nom. Ouais, PM Nation, on peut creuser un peu. Qu'est-ce qu'il y a derrière PM Nation? Il y a un projet qui... on se parle beaucoup d'enjeux de durabilité de notre économie. Dans cette équation de durabilité, on est assis sur une pépite qui est l'écosystème de nos PME dans nos territoires. Et cet écosystème, il n'échappe pas à la transition démographique. Donc on a des chefs d'entreprise qui vieillissent, qui vont être amenés à passer la main, à identifier leur plan de succession. Et c'est malheureusement un marché sur lequel il y a beaucoup d'opportunités qui restent un peu cachées, sur lesquelles on a besoin d'innover pour trouver de nouvelles manières de créer une dynamique de cession, de reprise. Et en fait, c'est un marché sur lequel on a besoin de faire réaliser que parfois, entreprendre, ça peut être reprendre. Okay. Donc là, je t'ai fait le pitch. Donc là, le presque est parti. Et le presque est parti, mais il est encore un peu là. Et effectivement, la reprise d'activité, c'est un vrai sujet pour les cadres expérimentés. C'est un vrai sujet, effectivement. Parce que la reprise d'activité et la responsabilité de reprendre une entreprise, c'est aussi reprendre son activité économique, mais reprendre aussi ses salariés, jouer un rôle au sein de l'écosystème local, envisager aussi la suite et la pérennité de cette entreprise. Donc c'est beaucoup de responsabilités où l'expérience peut être vraiment un atout essentiel pour que ce projet perdure. Et encore une fois, on se parle d'une aventure long terme pour notre écosystème, et on pense que c'est une jolie histoire que de dire on a réussi la Startup Nation, maintenant attaquons-nous à la PM Nation. J'y crois, et tu reviendras pour en parler? Oui, avec plaisir. Blandine, dernière question. Un bouquin, un livre qui t'a inspiré, ou éventuellement une série que tu as vue récemment? Alors, il y a plein de bouquins. Moi, je dévore pas mal de bouquins. Il y a un bouquin sur la théorie du signe noir qui est un bouquin super intéressant. C'est un gros pavé. Je vous assure qu'il y a une petite déconvenue quand on reçoit le livre. On se dit, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un énorme pavé. Et pour autant, c'est une théorie qui dit qu'on pensait que tous les signes étaient blancs jusqu'au moment où on voit un signe noir et qu'après ça devienne la normalité. Donc c'est comment on a tendance à post-rationaliser un nouveau fait, une nouvelle réalité, une fois qu'on l'a vu s'opérer. Et je pense qu'il y a pas mal de changements de société donc, qui... une fois qu'ils existent, une fois qu'ils ont fait leurs preuves, après deviennent une nouvelle normalité. Donc, tout parallèle avec une mission que je suis en train d'adresser, évidemment. Voilà. Donc, la théorie du signe noir, c'est ça? La théorie du signe noir. Et il y a un autre livre aussi qui s'appelle « Vous allez commettre une terrible erreur », qui est sur le pouvoir des habitudes et comment quelques petits changements peuvent tout changer. En fait, on dit qu'on est la somme de ses habitudes et c'est assez intéressant. C'est pas pour devenir quelqu'un de parfait, mais c'est pour nous montrer à quel point ce qu'on répète a tendance à beaucoup nous définir. Donc, il y a parfois quelques petits pas de côté à faire. Ça, c'est assez cool. Et puis là, je suis en plein dans un livre, mais alors c'est très sur l'aventure entrepreneuriale. Ça s'appelle « Est-ce que vous n'apprendrez jamais à Harvard ?» Et c'est plein de petits chapitres, micro-chapitres sur plein de choses qu'on n'apprend pas en école de commerce, qu'on n'apprend pas dans des incubateurs de start-up. Et ça t'aide? Ça m'aide, oui. Ouais. Ça m'aide. Ça me rassure aussi. Ouais. Merci beaucoup, Blandine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut me souhaiter une communauté qui va grandir vite et on peut me souhaiter surtout que dans 18 mois, finalement, toute cette histoire de problématiques seniors, ça soit derrière nous et que l'emploi des profils expérimentés, ça soit vraiment une chance pour nous tous. Ok. Eh ben, on va se souhaiter tout ça et je vous invite tous à aller sur HelloMaster. Enfin, j'invite les cadres de plus de 20 ans d'expérience. C'est tout juste mon cas, donc moi, je peux m'inscrire seulement maintenant. Mais on invite tous les cadres de plus de 20 ans d'expérience à aller sur HelloMaster, à échanger, communiquer, se mettre en réseau. Merci beaucoup, Blandine. Et puis, merci Arnaud. C'était vraiment un plaisir. Et plaisir partagé. Peut-être à bientôt sur ce podcast. À très bientôt. Merci.